Coué, je m'appelle Thomas Bastien, je suis directeur général de l'Association pour la santé publique du Québec, en direct en fait de cette semaine de la santé durable, une semaine qui a été rythmée en fait d'une multitude de capsules qui ont été réalisées avec des experts et des expertes de différents milieux. Aujourd'hui, en cette dernière journée en fait de la semaine de la santé durable, on est en compagnie d'une personne incroyable qui nous a été référée en fait par plusieurs experts du milieu de la santé publique plus particulièrement. Il s'agit en fait de Sonia Robertson. Bonjour Sonia, ça va bien? Oui, oui, ça va bien, merci. Super. Vous, ça va? Oui, ça va très bien. Merci beaucoup. Alors, très heureux d'être avec vous, en fait, pour cette dernière journée. Euh, Sonia, en fait, si ça vous dérange pas, on va faire ça en deux parties, hein, pour cette semaine de la santé durable, étant donné que cette fois-ci, en fait, on va parler, en fait, du point de vue de plusieurs communautés autochtones, en fait, des communautés autochtones en matière de santé. Euh, Ce que j'aimerais, en fait, faire dans un premier temps, c'est une biographie. Donc, raconter un peu votre histoire. Et puis, je pense que vous pourriez d'ailleurs continuer sur cette histoire-là qui est vraiment résumée, hein, de mon côté. Et par la suite, en fait, d'y aller vraiment avec un échange où on va parler, en fait, de santé de manière générale. Est-ce que vous vous sentez bien avec cette idée? Bien sûr. Super. Alors, on y va avec cette biographie. Alors, euh, Sonia Robertson, en fait, vous êtes Inou de Machtewiyat, où vous vivez actuellement. En fait, vous êtes artiste, art thérapeute, commissaire, conférencière et entrepreneur. Vous êtes également bachelière en art interdisciplinaire de l'Université du Québec à Chicoutimi depuis 1996 et vous avez participé à de nombreux événements artistiques au Canada, en France, en Haïti, au Mexique et au Japon. Vous avez développé une approche in situ et de plus en plus participative. En fait, l'art est pour vous un moyen d'expression et de guérison. Et comme commissaire, vous travaillez surtout avec des projets à long terme et participatifs qui sont situés à la frontière entre l'art et l'art-thérapie. Vous venez d'ailleurs en fait de compléter une maîtrise en art-thérapie de l'UQAT, au cours de laquelle vous avez créé une approche qui est liée avec l'imaginaire des peuples chasseurs-cueilleurs. Vous êtes impliqué dans votre communauté, avez confondé divers organismes et événements, dont la Fondation Diane Robertson, qui est devenue Kamishtat Arts. Vous soutenez également en fait les artistes à tous les niveaux et utilisez l'art comme un levier social. Les ateliers d'artistes toutes de Chicoutimi en 95, le festival de contes et légendes Atlucan en 2011 et Kantuluk Liwets Wapukun en 2001, qui voit la sauvegarde et la promotion des savoirs des Pekakumulnuts sur les plantes. Auprès des aînés, vous avez acquis des connaissances sur les plantes médicinales et les pratiques spirituelles autochtones. Et vous êtes une référence en matière d'art-thérapie et de santé par les plantes et autres moyens de guérison d'un point de vue autochtone. Sonia, je suis vraiment désolé. Il y a certains mots que j'ai pu écorcher. Si vous voulez les reprendre, je suis très à l'aise par rapport à ça. Je suis très sincèrement désolé. Vous n'avez pas à être désolé, je vous remercie pour l'effort. C'est très apprécié. Moi, je trouve ça important que les gens fassent l'effort, même s'ils se trompent, au moins, en faisant l'effort, ils reconnaissent ces mots-là, puis ça, c'est important. Super, ben, merci beaucoup. Euh, Sonia, est-ce que vous voudriez rajouter certaines choses par rapport à cette biographie qui vient d'être faite? Est-ce qu'il y a des choses que vous voudriez mentionner de votre côté ou on y va directement sur la conversation? J'ai pas grand-chose qui me vient là pour l'instant à rajouter. J'ai une formation en herboristerie aussi, avec Herbart, une école d'herboristerie. Oui. Mais j'ai surtout eu ma formation sur le terrain en me promenant avec des herboristes comme mon amie Annie Schneider, mais aussi avec les aînés en forêt. C'est beaucoup comme ça que j'ai appris sur les plantes. Super. Sonia, on commence avec une question qui peut paraître très simple, mais qui ne l'est pas du tout, hein. Pour vous, c'est quoi la santé? Euh, je dirais que la santé, c'est en premier le terrain, dans le sens où la santé, c'est quelque chose qu'on prend soin. Euh, euh, je dirais par rapport à... c'est un peu comme pour moi, c'est un peu comme la vision de la médecine chinoise, si on pourrait dire. C'est vraiment dans l'idée
que si on prend soin de soi, si on garde notre santé, on a plus de chances de prolonger puis d'avoir une meilleure qualité de vie. Ça serait ça pour moi, la santé. Et de mon impression, en fait, il y a plusieurs définitions en fait au sein des communautés par rapport à la santé de manière générale aussi. Hein. C'est bien ça? Je ne saurais pas quoi répondre à ça, là, en fait. Chez les Premières Nations, on considère la santé comme quelque chose de global, comme si vous voulez, je peux rentrer dans ces détails-là. Là. Je ne sais pas trop, Oui. sais pas trop comment aborder votre réponse, répondre à votre question. Mais en fait, chez les Premières Nations, on retrouve souvent le concept de l'arbre sacré, de la roue de médecine, qu'on peut nommer aussi de cette façon-là. Qui est une approche globale de l'être humain. L'être humain est considéré comme un être qui possède 4 aspects, l'aspect physique, l'aspect mental, l'aspect spirituel et l'aspect émotionnel. Et quand on est en santé, c'est quand on arrive à tenir l'équilibre entre ces 4 aspects-là. Donc, c'est quand on arrive à se tenir au centre du cercle le plus possible. C'est sûr que si on est très intellectuel, puis on travaille beaucoup à développer notre intellect au profit de, mettons, notre santé physique ou au profit de notre spiritualité. Là, il y a un déséquilibre qui va se créer et avec le déséquilibre, là, la santé va pas nécessairement se perdre, mais elle va être mise en danger. Donc, c'est une question d'équilibre entre tous ces aspects de l'être-là. Entre les 4 différents aspects, hein, c'est ça. Hein? Oui, ben c'est ça. Comme je vous disais, il y a l'aspect mental qui est comme tout ce qui est relié à ce qui est l'intellectuel, qui se situe aussi dans la rue de médecine au nord. Il y a l'aspect spirituel qui se situe pour sa part à l'est dans la roue. Qui est représenté aussi par la couleur jaune. Et là, c'est plus tout l'aspect spirituel, c'est-à-dire de garder du temps pour soi, pour s'intérioriser, pour méditer, pour entretenir les relations, mais une relation dans le sens plus vertical, c'est-à-dire la relation, la connexion avec la Terre, hein, bien ancrée. Et avec aussi les esprits ou le créateur, là, dépendamment de comment ça se perçoit. Puis ensuite, il y a au sud, il y a le côté plus émotionnel, physique en fait. Et là, c'est de prendre soin de sa santé, de son corps, de s'entraîner, d'aller marcher, de faire du vélo. Puis ensuite, il y a l'aspect émotionnel où là, ben, c'est d'exprimer ses émotions, mais dans un cadre plus respectueux, de ne pas comme la colère, l'exprimer de façon respectueuse pour les autres, mais de les exprimer, ces émotions-là, de les comprendre, de les écouter, puis de voir à les exprimer. Donc, c'est un équilibre entre ces 4 aspects-là. Là. C'est ce qu'on appelle l'art de médecine. Chez les Inuits, dans ma communauté d'où je viens, la santé pourrait aussi être perçue comme elle pourrait être relative à la relation qu'on a avec le monde des esprits. C'est-à-dire que si on veut être un bon chasseur, le chasseur doit savoir communiquer avec le monde des esprits. S'il tue un animal, il doit être en mesure de remercier. C'est très empreint de gratitude. Donc, de remercier cet animal-là, de faire les rituels autour de la chasse de l'animal, de prendre, mettons, son crâne, de le suspendre à un arbre pour respecter son esprit. Peut aussi parvenir à lire dans l'omoplate. Mettons, si c'est un caribou, le chasseur pourra arriver puis lire en mettant une omoplate de caribou sur le feu
Et là, ça crée des lignes. Et à partir de ces lignes-là, il est capable d'interpréter la position d'un troupeau de caribou. Donc, plus le chasseur maîtrise ces connaissances-là, plus il risque de répondre aux besoins un des plus grands besoins primaires qui est de manger. Donc, la vie des Inuits est relative à la relation au monde des esprits. C'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup d'importance qui sont accordées aux rêves. C'est quand on rêve, puis c'est encore comme ça là, chez la plupart des Premières Nations, les rêves vont devenir comme un guide. Puis là, je ferai le lien avec ma pratique en art-thérapie où à travers l'approche jungienne, on a exploré beaucoup comment travailler à partir des rêves. Donc ça se rapproche beaucoup de ma culture, je pourrais dire. Et c'est marrant parce que en fait, c'est pas une coïncidence. Hein. Quand je vous ai posé la question, quelle est votre définition de la santé, vous m'avez répondu, c'est d'abord le terrain. Est-ce que vous pouvez définir justement ce terrain-là? Pour vous, le terrain, c'est la relation avec la terre plus particulièrement? Le terrain, c'est prendre soin du corps, dans le sens que ce que je voulais dire par là, c'est que souvent, on va donner un pouvoir à la santé, mettons avec la médecine moderne, contre lequel j'ai rien contre parce que par expérience, s'il n'y aurait pas eu la médecine moderne, je ne serais même pas ici pour vous parler. Parce que quand j'ai accouché de mon deuxième enfant, j'ai dû avoir recours à une césarienne, puis ça a été vraiment nécessaire. Mais pour ma part, personnellement, puis ça, je ne veux pas prendre position par rapport à d'autres Premières Nations ou quoi que ce soit, pour moi, plus je peux me soigner de façon naturelle, plus c'est important. Donc, pour moi, c'est comme ça aide à garder l'équilibre parce que quand on vient faire interférer du chimique dans le corps, parfois c'est nécessaire. J'en prends des antibiotiques quand c'est nécessaire, tout ça, mais moi, je vais essayer le plus possible de garder l'équilibre puis d'intervenir avec des éléments naturels que la Terre nous a donnés. Donc, travailler avec les plantes, travailler avec l'art-thérapie parce qu'on peut aussi travailler avec l'art-thérapie, on peut aider au niveau des douleurs chroniques, aider au niveau des messages que le cerveau n'a pas réappris à désencoder, là, si on veut. Donc, c'est ça. Pour répondre à votre question, le terrain, pour moi, c'est ça. C'est prendre soin de son corps, prendre soin de son esprit, prendre soin de l'ensemble de son être. Puis plus on garde l'équilibre, en fait, j'aurais dû répondre, c'est l'équilibre de tout ça, parce que c'est ça. C'est dans ce sens-là que je dirais que c'est le terrain. Et justement, en fait, et puis ça, c'est une question qu'on a posée en fait dans les autres conversations qu'on a eues jusqu'à maintenant, mais de quelle manière vous contribuez justement à la santé et au mieux-être de vos proches et peut-être même de manière générale à votre communauté? Est-ce que vous avez justement en fait des exemples, est-ce que des cas concrets en fait sur lesquels vous agissez dès aujourd'hui? Oui, ben moi, comme je viens de vous dire, j'ai des connaissances en herboristerie. Puis comme je viens de vous dire, j'essaie autant que possible de soigner mes enfants à partir des plantes. Donc, quand mes enfants, j'ai deux beaux grands garçons maintenant, ils ont 17 et 22 ans, sont vraiment en santé. Mais quand ils étaient petits, puis il y avait des problèmes de santé, j'intervenais avec les connaissances que j'avais reçues là, des aînés autour de moi. J'ai aussi... c'est quelque chose qui m'a toujours préoccupée, je vous dirais, la santé, parce que j'ai aussi j'ai un peu marché dans le chemin rouge, qu'on pourrait dire, là, la voie de la spiritualité amérindienne, et pour apprendre aussi à prendre soin de l'aspect spirituel de notre être. Fait que là,
chez les Premières Nations, on ne voit pas ça comme quelque chose de découpé. C'est vraiment, tout est relié, mais si on veut couper la poire en quatre puis essayer de mieux comprendre chacun des aspects, ben, l'aspect spirituel, j'ai appris sur le chemin rouge à développer ça, puis à pouvoir aider les gens aussi en faisant des cercles de parole, des cercles de partage, des tentes, ce que nous, on appelle le météchambre, qui est la pratique des tentes suantes, là, les tentes de sudation. Puis ça, c'est très aidant pour plusieurs aspects de l'être, justement, parce que ça aide autant au niveau émotionnel parce qu'on s'exprime à l'intérieur, au niveau physique parce que ça fait suer le corps, au niveau spirituel parce qu'on rentre en connexion aussi avec le Créateur. On se retrouve à l'intérieur du ventre de la terre-mère. Donc, ça aide là, dans tous les aspects de l'être. Et ben, c'est ça, comme vous l'avez nommé au début, j'ai fondé plusieurs organismes, dont un qui s'appelle Kantukuliwetsuwapukun, qui veut dire les plantes qui guérissent. Comme je vous ai mentionné tantôt, à travers ce projet-là, l'idée, c'était de sauvegarder les savoirs et connaissances des aînés qui ont sur les plantes. Ils en connaissent beaucoup. Puis on sait avec les pensionnats qu'il y a beaucoup d'éléments qui se sont perdus dans la culture parce qu'il y a eu une rupture dans la transmission. Mais il y a des aînés dans la communauté, de moins en moins, mais puis moi, c'était l'urgence que j'avais quand j'ai fondé cet organisme-là. C'était de sauver les connaissances des gens qui étaient encore, qui n'avaient pas été, mettons, au pensionnat, puis qui connaissaient encore le langage des plantes. Donc, on est allé en forêt avec eux, mais on amenait aussi des jeunes pour que la transmission se fasse directement de l'un à l'autre. Puis on a fait aussi un répertoire de ces plantes-là. On a même fait un livre. Donc, ça, c'est une contribution, là, on pourrait dire. À travers cet organisme-là, il y a eu plusieurs sorties en forêt avec les jeunes. On avait aussi des ateliers de transformation, comment apprendre à accueillir les plantes, à comment les utiliser, comment les transformer, toutes les techniques différentes qu'on peut associer avec les plantes. J'ai aussi fondé la Fondation Diane Robertson. Bon, c'est un organisme artistique, mais je vous dirais que l'art, c'est un bon moyen de se garder aussi en santé, puis même peut-être en vie. Moi, je vous dirais personnellement, l'art m'a permis de survivre. Si je n'aurais pas eu l'art pour m'accrocher à la vie, je ne sais même pas si je pourrais vous parler aujourd'hui. Parce que l'art, c'est un moyen, entre autres, c'est un moyen d'expression. Fait que, je me souviens que quand j'étais jeune, j'avais des grandes tristesses. Je pouvais m'asseoir au piano puis jouer, puis ça me permettait de juste me libérer de ces émotions-là. Donc, on peut... par la suite, quand je suis devenue artiste, c'est peut-être pas des choses que je pouvais nécessairement dire quand je présentais mon travail, là, mais j'ai passé beaucoup d'émotions, de réflexions sur différentes choses à travers mes projets artistiques, que ce soit le deuil de ma mère, le deuil de ma sœur, des ruptures amoureuses, n'importe quoi. C'était un moyen pour m'exprimer, mais c'est un moyen aussi de prendre confiance en soi parce qu'à travers l'art, on arrive à une certaine reconnaissance qui fait du bien, qu'on n'a peut-être pas eu quand on était jeune ou on sait chez les Premières Nations avec toutes les blessures. Mais l'art, ça permet aussi, comme je vous disais tantôt, de connecter avec le monde des esprits aussi, ou de connecter avec quelque chose de plus grand que soi, si on aime mieux cette façon-là de le dire. Connecter avec le Créateur, connecter avec d'autres formes de vie. Et cette connexion-là, pour moi, est importante aussi. C'est comme l'espace d'intuition là, qui peut nous guider, puis nous guider vers les bonnes choses à faire pour notre santé. Et justement, en fait,
imaginons que nous soyons dans un monde, comment dire, un monde idéal. Vous avez la possibilité de votre côté justement de, de faire tout pour que justement en fait la santé, la qualité de vie ou même cet équilibre justement au niveau de la roue que vous expliquez, il soit présent. Qu'est-ce que vous feriez pour notre société par rapport à ça? Dans un monde idéal, Mhm. ben, je pense que tu sais, ben, j'ai comme encore des réponses dans ma tête pour la question précédente. Fait que je ne sais pas si vous me Continuons. permettez, Oui, bien si sûr, vous me bien sûr. permettez de finir Non, d'y non, non, répondre. Parce que non, on termine complètement. Là, on peut rester des heures là-dessus. Moi, je me sens très à l'aise par rapport à ça. Mais c'est juste que je veux revenir sur le fait que, donc, ce que je disais, c'est que l'art peut beaucoup aider. Donc, avec la création de Kamishkaka, de l'organisme sur l'art, ça a permis maintenant, en tout cas, l'organisme dans la forme actuelle, c'est que ça permet aux gens d'avoir accès à l'art. On va à l'atelier, on peut prendre des matériaux, on peut s'exprimer facilement. Donc, ça, je trouve ça majeur parce que chez les Premières Nations, il y a beaucoup de talents artistiques. C'est comme une facilité. Mais je pense que c'est comme ça peut-être pour tout le monde, mais on n'est pas tout le réflexe ou on n'a peut-être pas tout développé cet aspect-là. Mais je pense que la pratique de l'art, c'est vraiment bon pour la santé. Puis, suite à ça, comme je vous ai dit, je suis allée vers l'art-thérapie parce que pour moi, l'art-thérapie, c'était comme un alliage de mes pratiques que j'avais en art, puis d'aider, puis tout ça. Fait que avec l'art-thérapie, comme je vous ai dit tantôt, on peut beaucoup aider aussi. Puis ça, pour moi, je trouve que c'est une bonne façon d'aider les gens de ma communauté. J'ai développé des ateliers de groupe à l'intérieur de laquelle on peut pratiquer aussi le cercle. Et dans ces ateliers-là, que je fais à partir des rêves, à partir des contes, on ramène toute l'énergie de l'imaginaire des Premières Nations liée un peu à la chasse. Fait qu'on retrouve à travers ça notre culture. Puis ça, c'est pour en venir à répondre à votre troisième question. Mhm. Si on ne peut pas retourner vers nos pratiques ancestrales culturelles, de reconnecter avec la culture, c'est un moyen super important pour les Premières Nations. Mais je pense que c'est bon pour toutes les nations aussi, parce que l'identité, ça contribue aussi à notre bien-être. Quand on est capable d'être en harmonie avec notre identité, c'est un peu difficile, ça, comme sujet, je trouve aussi pour les Québécois, parce que l'identité des Québécois est particulière. Moi, c'est un questionnement que je me pose, parce que les Québécois, ils vivent en territoire autochtone, ils sont d'origine française et ils ont construit une société avec une espèce de minorité, étant minoritaire des anglophones. Donc, il y a beaucoup de questionnements qu'on pourrait avoir par rapport à ça. Puis en même temps, ben, ça fait toute la beauté des Québécois dans ce qu'ils sont avec leurs particularités. Mais ce n'est pas évident parce que, selon moi, connaître son histoire puis en parler, ça aide aussi à notre santé puis à notre Mhm. identité. Mais ça, c'est quelque chose qu'on ne fait pas tout le temps. C'est comme pour nous autres, les Premières Nations, il y a une partie de l'histoire qui a été complètement rayée, qui recommence à être parlée là, depuis qu'on a dénoncé les pensionnats. Là, on commence à réenseigner l'histoire de notre point de vue un petit peu aussi, pas juste du point de vue des gens qui à l'époque étaient plus considérés comme les conquérants. T'sais. Fait que là, il y a comme un équilibre qui se fait. Ça fait partie, ça, des piliers de la santé.
des grands piliers d'avoir une sécurité culturelle, donc de se reconnaître où on est. Comme on sait les problèmes qu'il y a eu avec, mettons, comme Joyce Echaquan qui est décédé dans un contexte vraiment terrible, ben si on parvient à intégrer un peu d'un milieu dans lequel on se reconnaît, qui est plus proche de notre culture, où on a accès à parler dans notre langue, ben, ces choses-là pourraient être éliminées. Donc, c'est ça, la sécurité culturelle, la possibilité de connaître son histoire, puis de pouvoir en parler clairement et ouvertement. Je pense que ça fait partie aussi de notre santé. C'est fantastique. J'aime beaucoup. De toute manière, je suis un gars qui vient du milieu culturel aussi, donc je me reconnais beaucoup en fait dans ces mots-là. Et puis, c'est marrant parce que l'identité plurielle, est-ce qu'on est un ensemble d'identités ou est-ce qu'on est une seule et même identité? Et par rapport à cette santé-là aussi, on parle de plusieurs partie de notre santé et on parle également en fait de santé globale. Euh, la relation entre les deux existe très bien, ça fluctue énormément, mais j'aurais jamais envisagé justement en fait d'aller parler de, de, de sécurité culturelle ou de sécurité identitaire pour aller justement en fait vers cette santé, on va dire un peu respectée. Vous n'avez pas répondu par contre à la dernière question, mais je sais pas, mais je sais pas si on y va. Je sais pas si Allez-y. on va. C'est- pour vous, en fait, qu'est-ce que ça prend justement en fait pour bâtir cette santé-là ou pour la respecter ou pour faire en sorte qu'elle soit véritablement appliquée dans notre quotidien? Ouais. Donc là, vous avez cité en fait plusieurs mots, plusieurs choses clés, c'est-à-dire faire en sorte que on respecte notre identité culturelle ou sécuriser notre identité culturelle. Ça fait partie d'un des projets. Est-ce qu'il y en a d'autres comme celui-ci, par exemple? Là, vous parlez de projets concrets ou de grands principes, là, c'est C'est pour à votre vous question, de. parce que, Moi, parce que en pour moi, j'y ai répondu en partie en parlant des piliers, là, oui, qui est de connaître son histoire, tu sais, puis de connaître, puis de la faire reconnaître aussi, parce que, tu sais, c'est la même chose. L'histoire des Québécois, tu sais, si on fait un parallèle, on sait que les Québécois, ils ont vécu euh, des trucs par rapport aux Anglais, qu'eux-mêmes ne connaissent pas, puis même par rapport aux Premières Nations, que ça a été enfoui dans les oubliettes. T'sais. C'est pareil pour les Premières Nations, bon, comme je viens de vous dire, mais ça, connaître notre histoire, la vraie, l'histoire qu'on peut, même si c'est dur, même si ça fait mal, il faut passer par là, il faut la connaître, pour en tirer des leçons, puis après ça, ne plus répéter, puis la guérir, parce que quand on connaît notre passé, on peut s'en affranchir. Et puis quand je parlais de sécurité culturelle, c'est de pouvoir, comme les Québécois, de pouvoir s'exprimer en français. Ça fait partie de la sécurité culturelle, de pouvoir avoir accès à des trucs en droit qui sont spécifiques à la culture des Québécois versus la culture des Canadiens. Tu sais, c'est la même chose pour les Premières Nations. Nous autres, on voudrait pouvoir s'exprimer dans notre langue. Moi, je maîtrise le français, c'est pas un problème, mais il y en a qui ne le maîtrisent pas bien, puis ils sont comme je reviens à l'exemple de Joyce. Donc, c'est ça. J'ai pas d'autre chose à dire là-dessus pour l'instant. Je comprends peut-être moins bien la question. non. En même temps, c'est intéressant parce qu'il n'y a pas il y a pas de bonne ou de mauvaise réponse à cette question-là. Il y a Mhm. des réponses qui sont plus globales, il y a des réponses qui sont plus spécifiques. Là, vous avez cité en fait des cas où malheureusement ça fonctionnait pas et puis ça pourrait fonctionner, des cas tragiques plus particulièrement. Euh, Puis c'est pas les seuls, c'est pas les premiers. Et puis malheureusement, il va falloir faire un chemin par rapport à ça aussi là. Euh, Ben, tu sais, je pourrais dire la reconnaissance du racisme systémique. Bon, mais là, on rentre
dans d'autres choses, mais ça aussi, ça fait partie de l'histoire. Puis, tu sais, le besoin des Premières Nations, c'est premièrement qu'on reconnaisse qu'il y a eu un problème, tu sais, puis que maintenant, si on veut que ça change, il faut avancer là, vers quelque chose. Mais pour avancer vers quelque chose, il faut reconnaître ce qui ne va pas bien. T'sais. Fait que ça, c'est la première chose à faire. Je sais que ça fait un peu tragique tout ça, mais c'est comme c'est le besoin qu'on a, en tout cas chez les Premières Nations. Et de se réapproprier notre culture aussi, de la réapprendre, mais en la revisitant dans ce cas de contemporain. Parce que ce soit de perler, que ce soit de fabriquer des raquettes, tout ça aussi, ça fait partie de notre identité puis de l'équilibre, tu sais, dont je parlais tantôt. Puis c'est comme, je compare encore avec les Québécois, mais ça peut être pareil, tu sais, il y a des parties de l'histoire qui auraient peut-être besoin d'être revisitées au niveau des Québécois aussi. Donc là, en fait, on n'irait pas forcément, en fait, est-ce que ça serait possible, donc justement, là, on a cité quelques exemples tragiques. Est-ce qu'il y a des beaux exemples que vous pourriez nous citer, en fait, des exemples, en fait, sur lesquels il y a une fierté, en fait, qui pourrait être représentée au niveau des communautés autochtones, plus particulièrement des progrès qui ont été faits, des réalisations desquelles on aurait de quoi être fier. Bien, c'est sûr que ce dont je vous parle, ça vient d'une recherche que j'ai faite en art-thérapie. Pour moi, l'art-thérapie, c'est une des plus puissantes médecines que j'ai rencontrées. J'ai eu des pratiques spirituelles, puis malgré ça, parce que l'art-thérapie ressemble beaucoup à nos pratiques, je vous le disais tantôt, pratiques traditionnelles des chasseurs. Puis moi, j'ai fait un atelier pour les femmes que j'offre encore, qui est fait à partir des rêves. Et à l'intérieur de ça s'appelle Rêve imaginaire et femme sauvage. Femme sauvage dans le sens de la femme intuitive que je vous parlais tantôt. Et à l'intérieur de cet atelier-là, à travers l'art-thérapie, à partir des rêves, on reconnecte avec cette intuition-là. Et comme je vous disais tantôt, si on parvient à balayer, à nettoyer ce chemin-là, par la suite, quand on vit des épreuves, puis on arrive à se reconnecter avec ça pour pouvoir exprimer par l'art, pour pouvoir exprimer par des cris, par les marchés dehors, se reconnecter avec notre enfant. Quand notre enfant vient au monde, quand c'est trop médicalisé, on nous dit il faut que tu allaites ton bébé aux 4 heures, mais moi, je pense pas que ça marche comme ça. Si tu veux prendre confiance en toi comme mère, ben, tu es bien plus mieux de te brancher sur ton intuition, puis d'écouter, d'observer ton enfant, puis de parvenir à comprendre ses besoins avec cette communication-là, que de te setter aux 4 heures, comme on te le dit quand tu sors de l'hôpital. Parce que ça se peut que ton bébé, on le sait très bien, qu'un enfant, au bout de 3 mois, il va avoir une poussée de croissance, puis là, il va avoir besoin de téter aux heures pour augmenter ta production de lait. Pour qu'après, il va retomber dans son équilibre, mais il n'y a pas un enfant qui est pareil. Il y en a qui boivent aux 2 heures, il y en a qui boivent aux 4 heures, aux 3 heures, aux 3 heures et demie. Fait que, tu sais, c'est au lieu des fois de nous apprendre à tenir un horaire, on devrait nous apprendre ça, à être connectés, comme les Premières Nations l'ont toujours été, être connectés à la nature, observer qu'est-ce qui ne va pas, être connecté comme mère à son enfant, être connecté à ses besoins, c'est comme ça qu'on peut se maintenir en santé. Si moi, j'ai faim, puis je ne suis pas connectée à mon besoin de ça, puis je m'en vais toute la journée, je travaille, puis j'arrive à la fin de la journée, je n'ai pas mangé de la journée parce que je n'ai pas écouté mon besoin. Bien, tu sais, à la longue, je vais finir par brûler mes glandes surrénales, mon système, puis tu sais, je vais... Fait que, tu sais, se reconnecter à soi, se reconnecter à travers l'atelier dont je vous parle, bien, on se reconnecte à ça, à l'écoute de nos besoins, à
à l'intuition de cette femme sauvage-là. Qui sait, elle, quand son bébé a faim, cette femme-là, tu sais, le masculin, on dit le Mishtapéo, c'est notre âme, se reconnecter à notre âme. Pour moi, c'est la base même de la santé, tu sais. Puis c'est ce que nos ancêtres faisaient. Et pourquoi on s'en est détourné? Ouf, pourquoi on s'en est détourné? Parce que je pense que les modèles qu'on a scolarisés, d'apprendre les choses, tu sais, quand on dit on va à l'école, on apprend des matières, c'est tout découpé, tu sais. On apprend la physique tout seul, la chimie tout seul, les mathématiques tout seul, la géométrie tout seul, alors que tout ça, c'est relié, tu sais. Je veux dire, si on amenait les jeunes sur un chantier de construction, puis on leur expliquait la force de la matière, quand on scie, qu'est-ce que ça fait? Comme quand on visse, pourquoi la vis traverse le bois? Ça naît de la physique, ça. Quelle dimension sur le chantier de construction? Tu sais, mais on n'apprend pas, on est découpé. On est coupé de la terre, on marche sur de l'asphalte, tout ce qu'on apprend, c'est détaché. Quand on parle de notre corps, on va chez le médecin, on ne fait pas de lien entre les 4 aspects que je vous ai parlé tantôt. On commence à en parler de ça, tu sais. Mais c'est rare qu'on va dire que le mal de ventre peut être causé par une émotion. Mais des fois, c'est vrai, là. Tu sais, tu peux être tellement ému que tu peux te pogner un mal de ventre, là. Puis tu vas aller chez le médecin, puis il va te donner une pilule, mais tu sais, ça peut être bon pour soulager, mais en même temps, c'est comme on travaille des fois trop sur le symptôme, puis passer sur la cause, tu sais. Pourquoi on est déconnecté? C'est juste de se dire comment on peut arriver à polluer autant la planète, puis à ne pas être touché par ça. Moi, je ne comprends pas. Là. Moi, je pleure à tous les jours quand je pense à ça. Là. Quand je regarde l'état de la planète, ça m'attriste. Je ne comprends pas qu'on laisse aller ça. Je ne sais pas pourquoi on est découpé. Si je rentre dans le sujet, ça va être trop politique. Moi, c'est pas ça qui nous préoccupe. Hein. Je trouve intéressant parce que vous dites 2 mots. Il y a déconnecté et découpé. Ouais. Et c'est 2 choses qui sont différentes d'une certaine manière, mais qui se rejoignent très très bien dans ce concept de pourquoi on en est arrivé à l'état actuel. Et pour justement en fait combattre l'état actuel, on a besoin de reconnecter, c'est ça. Et puis de, de, de- je trouve ça essentiel. Je trouve ça vraiment essentiel comme conversation. Mais pourquoi ça serait trop politique justement? Qu'est-ce qu'il y aurait de trop politique là-dedans? Bien, mettons que je vais prendre un exemple du passé pour ne pas trop me mouiller. Là. Pourquoi on a mis les Indiens dans des pensionnats, les Autochtones? Pourquoi on a mis les Autochtones dans des pensionnats? Tu sais, le gars qui avait sur le 10 piastres, là, McDonald's, là, qu'on a jeté sa statue à terre, là, bien lui, ce qu'il disait, c'est que justement, les Premières Nations, ils étaient très connectés à la terre, tu sais. Puis là, ben, il fallait plus qu'ils soient des sauvages. Puis c'est pour ça que moi, j'aime ça, le mot. Le mot sauvage, je le trouve magnifique parce que pour moi, la femme sauvage, c'est celle qui est capable d'être libre, tu sais. Puis c'est un mot qui a été galvaudé, mais c'est un mot qui est très humble à la base parce que ça décrit la relation aux éléments, puis tout ça, tu sais. Puis ça ce qu'il voulait vraiment, McDonald's, c'est de tuer cette notion-là à l'intérieur des Premières Nations pour qu'ils puissent ne plus occuper le territoire afin de pouvoir l'exploiter. C'est encore là aujourd'hui, ça. On exploite le territoire, on fait on veut faire des serpents noirs pour continuer d'exploiter le gaz de schiste alors qu'on n'a plus besoin de ça, c'est dépassé.
tout ça pour le cash. Bon, donc, c'est ça la vraie raison. Puis c'est plate, là, mais Donc, j'ai- c'est moi, je trouve ça très intéressant dans la conversation qu'on a, surtout, euh, en fait, la déconnexion, elle vient d'une sorte de sophistication, en fait, d'une certaine manière. Donc, comme vous disiez, on avait besoin on avait besoin de couper cette relation primaire qu'on a avec notre environnement, avec notre territoire, tout ça sous un argument, en fait, qui est d'être sophistiqué, d'être éduqué ou d'être euh, évolué d'une certaine manière, mais cette évolution, en fait, elle est allée dans le sens contraire. C'est bien ça ce que vous dites? je pense pas que ça soit dans le but d'évoluer, mais plus de maîtriser ou de contrôler. Il y a un contrôle, comme je disais tantôt, il y a un contrôle. euh, Quand McDonald il a décidé que les Indiens étaient inférieurs, là, comme les gens de couleur noire aussi ont été considérés comme inférieurs, je veux dire, on parle de racisme, là, puis ça veut dire que les Blancs, ils se considéraient supérieurs. Et ils ont pris des décisions comme ça, mais avec cette espèce d'espace de non-respect, c'est aussi cet état-là de supériorité sur la nature euh, qui est inacceptable parce que la nature, on n'est pas supérieur à la nature. On en est dépendant. Puis ça, c'est la vision ce que je vous disais tantôt, quand le chasseur, il, il dépend, s'il n'accroche pas le crâne du caribou à l'arbre, là, ben, le caribou peut trouver qu'il manque de respect. Puis il ne va peut-être pas y dire la prochaine fois dans son rêve, il est où le caribou s'il n'est pas respectueux. T'sais. Fait que c'est toute cette relation-là qui est importante de respect. Mais cette relation-là de respect, quand on veut dominer la nature puis qu'on dit qu'on coupe les arbres parce qu'on rase à blanc parce qu'on a besoin de bois, je pense qu'on pourrait répondre à notre besoin de bois différemment. Là, on pourrait être plus inventif puis plus respectueux. Fait que, tu sais, c'est pas le motif de la technologie, selon moi. C'est pas le vrai motif. Le motif, il est pécunier en arrière de ça. C'est faire plus de cash, c'est plus facile, c'est plus simple, mais on détruit. On détruit notre planète, on pollue l'eau, puis on est en train de laisser une planète scrap aux générations futures. Puis dans la vision des Premières Nations, chaque geste qu'on fait, on le fait en fonction, on pense aux conséquences sur la 7e génération après. Quand tu agis comme ça, tu ne peux pas détruire la planète. T'sais. Donc, c'est cette Oui, harmonie-là, cette relation-là avec toute forme de vie, c'est sacré. C'est pour ça que quand on parle en Elohun, on va dire, dans ma langue, on va dire, je vois, mettons, un arbre. On va dire Nawapmau Mishtuk. La fin du verbe, elle va se terminer différemment que si je dis je vois un crayon qui est en bois aussi, comme un arbre. Là, on va dire Nawapten. Mesheni-Kenatuk. Là, on vient de changer parce que quand on parle d'un objet pour lequel il faut avoir un respect d'égalité, ben ça va changer, ça va définir la terminaison du verbe. Donc, c'est tellement ancré dans la culture que ça se transparaît même dans la façon de parler. Donc, ça se transparaît dans la façon de concevoir le monde. Tout ce qui est animé, tout ce qui est vivant, on doit le respecter. Ça se traduit même dans la langue. Fait que je sais que je suis rendue loin, là, mais c'est fondamental selon moi. Toute part de là, c'est l'équilibre de la planète. Si on essaie d'être en santé sur une planète complètement détruite puis qu'on n'a même plus accès à de l'eau potable, ben basta, là, je pense pas qu'on soit bien bon pour rester longtemps en santé. Tu sais. moi, je trouve qu'on s'est vraiment rapproché en fait du sujet. C'est ça qui est intéressant. On est allé. Non, 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 c'est très intéressant. J'espère. Moi, pourquoi cette génération? Pourquoi attendre la 7e génération ou envisager euh, toute chose que l'on considère, que l'on fait aujourd'hui, il faut que ça ait un impact positif sur la 7e génération. Donc, 7e génération,
c'est plusieurs dizaines d'années. C'est incroyable. Ben, cette génération, c'est environ 120, 140 ans. Mais pourquoi? Ben, parce que justement, c'est important. Tu sais, si on rase une forêt, puis nos enfants, après ça, ils n'ont plus accès à de bois de chauffage, ben, c'est pas fair ce qu'on vient de faire, là. Tu sais, c'est important de considérer chaque geste qu'on porte, puis de penser à nos enfants, tu sais, mais on ne le fait plus aujourd'hui, mais ça devrait, parce que tu sais, une vraie forêt, là, il n'y en a même plus au Québec, des vraies forêts, là. Les plus vieilles forêts, ce qu'on appelle une vieille forêt, c'est justement ça, 120 ans. C'est rien, là. Tu n'as même pas des beaux gros arbres. Des fois, je me dis, l'esprit des animaux, il faut aller loin à cette heure pour entrer en contact avec. Tu sais, on a tellement brassé la nature. Les forêts qu'on voit aujourd'hui, c'est des plantations d'épinettes puis de cyprès, tu sais, c'est... Est-ce que ça ferait en sorte, en fait, peut-être, et puis c'est moi qui formule cette supposition-là, mais est-ce qu'en fait, pour vivre mieux, on devrait davantage prendre exemple en fait sur ces concepts, sur sur cette vision de la santé des communautés autochtones plus particulièrement alors dans notre société? Ben, moi, je pense que oui, c'est sûr. C'est sûr que l'idéal dont vous parlez, ça serait ça, c'est qu'on soit en harmonie avec toute forme de vie, qu'on respecte, qu'on se respecte entre nous, puis qu'on respecte toute forme de vie, qu'on respecte l'eau, qu'on respecte la, 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 la nature dans son entièreté. Tu sais, aujourd'hui, on sait qu'avec les insecticides là, qui arrosent pour les champs, les hirondelles sont en voie d'extinction, tu sais. Puis c'est grave là, de penser qu'il y a des oiseaux qui vont disparaître, puis il y en a qui ont déjà disparu à cause de notre façon de faire de l'agriculture, mettons, tu sais. Dans le but, sous prétexte qu'on va faire plus de cash, mais je ne suis même pas sûre de ça parce qu'il y a des gens comme Jean, comment il s'appelle? En tout cas, il y a celui qui a fait le livre Un maraîcher, là, il est en train de démontrer que si on fait de la permaculture en faisant différentes cultures, on peut cultiver plus grande terre, puis la terre se régénère mieux. Fait que c'est tous des trucs qu'on nous fait, qu'on a essayé de nous rentrer dans le cerveau pour pouvoir plus exploiter la terre, puis que certains font plus de cash, tu sais. Mais c'est même pas pour le bien commun, c'est pour remplir les poches de certaines personnes, tu sais. C'est ça qui est triste au bout du compte. Je ne veux pas vous prendre plus de temps que ça. Je pense qu'on est en train de dépasser le 45 minutes qu'on s'était donné, Sonia. Euh, je trouve que ce soit fantastique. J'aurais aimé en fait qu'on commence justement avec cette vision-là, mais je trouve ça d'autant plus beau en fait qu'on termine avec cette vision-là cette semaine parce que ça ouvre d'incroyables possibilités. Puis j'aimerais ça en fait qu'on se rencontre l'année prochaine justement pour la deuxième édition de la Semaine de la santé durable, puis qu'on regarde en fait si justement la vision des communautés en matière de santé a percoler davantage au sein de notre société globale et peut-être à réussir à faire des avancées qui nous permettent de vivre mieux, plus longtemps et puis en contact avec notre terrain. C'est vrai ça. Hein. Ça vous convient? Oui. Super. Ben, merci à nouveau, Sonia, pour votre disponibilité. C'est vraiment apprécié. Je remercie également les personnes qui sont arrivées à la fin de cette vidéo. Et, euh, et puis, j'espère en fait qu'on aura la chance de se rencontrer très prochainement dans le cadre d'autres activités en matière de santé publique, de santé durable et potentiellement en fait de santé globale de la population. Merci à nouveau, Sonia, et à très bientôt, Ben, j'espère là. mais Janish Kometen, merci beaucoup. Merci de l'invitation. Puis c'est mon plus grand souhait, là, qu'on soit le plus possible en harmonie avec la nature. Merci à nouveau, hein. C'est très apprécié. À très bientôt Merci. alors, Sonia. Niot.